Les devoirs qu'on oublie, les révisions à la toute dernière minute, cette sensation d'être complètement sous l'eau. Ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Allez, on va voir ensemble comment on peut transformer ce petit chaos en une maîtrise totale. On a souvent tendance à croire que si on a des difficultés à l'école, c'est qu'on manque de talent, qu'on n'est pas fait pour ça. Et si, en fait, le vrai problème, ce n'était pas du tout une question de niveau, mais juste un manque de méthode. Parce que la réussite, eh bien, elle repose en grande partie sur une compétence qui, heureusement, s'apprend, l'organisation. Et voilà la super bonne nouvelle. L'organisation, ce n'est pas un don qui tombe du ciel. C'est une pratique, un muscle. En mettant en place les bons outils et surtout les bonnes habitudes, on peut radicalement changer la donne. Moins de stress, de meilleurs résultats. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le point de départ absolu de toute bonne organisation, l'outil numéro 1, c'est l'agenda. Il faut vraiment le voir comme un deuxième cerveau, un cerveau externe qui permet de se libérer la tête, de ne plus avoir à tout retenir. Alors, la grande question, papier ou numérique? C'est vrai que le papier, ça aide à mémoriser juste par le fait d'écrire, et puis il y a moins de distractions. Le numérique, lui, est toujours sur soi et peut envoyer des rappels super pratiques. En fait, il n'y a pas de réponse parfaite. La conclusion, elle est toute simple. Le meilleur agenda, c'est celui qu'on utilise, vraiment, tous les jours. Mais attention, avoir un agenda, ça ne suffit pas. Pour qu'il soit vraiment efficace, il y a 4 règles d'or à respecter. La première, on note tout, et tout de suite, parce que la mémoire, on sait ce que c'est, elle nous joue des tours. Deuxièmement, on est ultra précis, pour ne laisser aucune place au doute. Troisièmement, on planifie non seulement ce qu'il y a à faire, mais aussi quand on va le faire. Et enfin, la plus importante peut-être, on le consulte tous les jours, ça doit devenir un réflexe. Et ce point sur la précision, il est capital. Regardez la différence. C'est le jour et la nuit. Notez simplement « maths ». C'est flou, ça pousse à remettre à plus tard. Par contre, si on écrit « maths », exercice, page 52, numéros 3 et 8, là, c'est une tâche claire, nette, concrète. On sait exactement quoi faire, il n'y a plus à réfléchir. Ok, donc maintenant qu'on sait quoi faire grâce à l'agenda, la question qui vient juste après, c'est quand est-ce qu'on le fait? Et c'est là que le planning entre en jeu. C'est le véritable plan de bataille pour reprendre le contrôle de son temps. Pour ça, il y a une technique d'une puissance redoutable, le time blocking. Le principe est d'une simplicité enfantine. On assigne une tâche bien précise à un bloc de temps bien précis dans son emploi du temps. La question n'est plus si on va le faire, mais juste quand. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. Au lieu d'avoir une liste de tâches qui flotte, le temps est découpé en blocs bien définis. De 17h à 18h, c'est maths. Point. Ensuite, une petite pause de 15 minutes. Et hop, de 18h15 à 19h, on passe à l'histoire. Le cerveau adore cette clarté. Ça élimine l'hésitation et donc la procrastination. Mais attention au piège classique, le planning complètement irréaliste. C'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. On a tous cette tendance à sous-estimer le temps qu'il nous faut pour faire quelque chose. Vouloir enchaîner 5 heures de travail non-stop, ça mène tout droit à ce cercle vicieux terrible. La fatigue s'installe, on lâche l'affaire et derrière, la culpabilité nous tombe dessus. Donc, le secret, c'est de construire un planning qui soit durable. Et ça veut dire qu'il faut y intégrer non seulement le travail, mais aussi des pauses courtes mais régulières, des vrais moments de repos et des loisirs. Ce n'est pas une option, c'est non négociable pour tenir la distance sans s'épuiser. Allez, on passe aux révisions. Souvent, on étudie de façon passive. On relit son cours. Les fiches de révision, quand elles sont bien faites, c'est ce qui permet de passer de cette passivité à un vrai travail actif de synthèse. Et c'est là que la magie opère pour la mémorisation. Et là, il faut être très clair. Une fiche de révision, ce n'est pas, je répète, ce n'est pas une copie du cours en plus petit. Si on se contente de recopier, on ne fait aucun travail intellectuel de synthèse et franchement, on perd un temps fou. Une bonne fiche, c'est court, c'est personnel et c'est synthétique. Alors, comment on s'y prend pour faire une fiche vraiment efficace? On va explorer 3 méthodes qui ont fait leurs preuves. D'abord, la synthèse classique, pour aller droit au but. Ensuite, la fameuse méthode Cornell, qui est géniale pour un apprentissage plus structuré. Et enfin, les cartes mentales, parfaites pour visualiser les liens entre les idées. Jetons un œil à cette fameuse méthode Cornell. C'est tout bête. On prend une page et on la divise en 3 zones. À gauche, une petite colonne pour les mots-clés ou les questions. La grande colonne de droite, c'est pour les notes, les explications. Et tout en bas, un petit encadré pour rédiger un résumé de quelques phrases. C'est un outil incroyable pour apprendre activement et pour se tester soi-même. Quant aux cartes mentales ou mind maps, c'est un atout de choc pour les matières un peu complexes. Ça permet de dessiner les idées, de voir les connexions, parfois cachées, entre les différents concepts. C'est un peu comme avoir une vue d'hélicoptère sur le sujet.
Et ça, pour l'ancrage dans la mémoire à long terme, c'est redoutable. Bon, maintenant qu'on a vu les outils, consolidons tout ça. On va faire un petit tour rapide des erreurs classiques à éviter à tout prix et des actions très concrètes à mettre en place dès ce soir pour voir un résultat immédiat. Première erreur, vouloir trop planifier. Un planning surchargé, minuté à la seconde près, c'est la meilleure recette pour le découragement. Le but, ce n'est pas de devenir un robot. Il faut toujours laisser un peu de marge pour les imprévus, un peu de souplesse. Un bon planning, c'est un planning qui respire. Deuxième erreur, et elle est énorme, ignorer la fatigue. On n'est pas des machines, on a une batterie et elle se vide. Un planning qui ne prend pas en compte le besoin de se reposer est par définition irréaliste. Il est donc condamné à l'échec. L'endurance, elle se construit avec les pauses, pas en les supprimant. Troisième erreur qui concerne les fiches, les faire beaucoup trop longues. Je le redis, le but d'une fiche, c'est la synthèse. Si la fiche est presque aussi longue que le cours d'origine, c'est qu'on a raté l'étape la plus importante, le travail de sélection et de hiérarchisation de l'information. Et pour finir, l'erreur la plus fondamentale de toutes, confondre l'organisation avec l'action. Avoir un agenda magnifique, plein de couleurs, un planning parfait. Ça peut donner l'illusion d'être productif. Mais l'organisation, c'est la carte routière. Ce n'est pas le voyage. C'est un outil pour passer à l'action. Ce n'est pas une fin en soi. Alors, par quoi on commence concrètement? Voici quelques petites habitudes toutes simples à mettre en place dès aujourd'hui. Préparer son sac et ses affaires la veille pour le lendemain. Chaque soir, jeter un œil à son agenda. Découper les grosses tâches en plus petites étapes. Ce sont ces petites actions qui, mises bout à bout, construisent la régularité et le succès. Finalement, l'objectif de toutes ces techniques, c'est une vraie transformation. Passer du statut d'élève débordé, qui subit un peu sa scolarité, à celui d'élève stratégique, qui la pilote. L'organisation, ce n'est pas une contrainte de plus, c'est un véritable super pouvoir.